Bonjour et bienvenue dans le Club RH, le podcast fait par et pour les professionnels des ressources humaines. Ici, nous décryptons les grands enjeux RH d'aujourd'hui et de demain, aux côtés de DRH et d'experts engagés. Je suis Sophie Plumer, ancienne responsable RH. J'œuvre aujourd'hui auprès des comités de direction pour faire évoluer les pratiques RH et managériales. Et je suis Delphine Cochet, fondatrice et directrice générale de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est la solution RH qui accompagne les salariés dans tous leurs moments de vie, et notamment dans les situations de vulnérabilité, comme la parentalité, l'aidance, la santé mentale ou encore le handicap. Dans cette 3e saison du Club RH, nous avons choisi d'explorer un sujet essentiel, le care. Cette notion anglo-saxonne qui évoque le soin, l'attention portée à l'autre. Pourquoi ce thème ? Parce que dans un monde du travail chahuté, parfois divisé, toujours plus exigeant, nous sommes convaincus que prendre soin des équipes est la clé pour bâtir des entreprises plus humaines, plus performantes et plus durables. À notre micro, vous entendrez des DRH et des acteurs du care en entreprise qui mettent en place des politiques RH innovantes. Ils partagent avec nous leurs enjeux, leurs pratiques, leur expérimentation et les leçons qu'ils en tirent. Ce podcast n'a évidemment pas vocation à donner des leçons, mais à inspirer, à vous offrir des clés concrètes pour agir et à vous ouvrir les coulisses des meilleures pratiques RH du moment. Nous explorerons à la fois des sujets d'actualité et des enjeux prospectifs pour vous aider à garder un temps d'avance. Place maintenant à notre conversation avec notre invité. Nous vous souhaitons une très bonne écoute de cet épisode du Club RH par Ma Bonne Fée. Et si vous souhaitez prolonger les discussions, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. C'est parti! C'est la bonne. C'est pas sympa, Anne-Sophie, elle t'a refilé la balle du stress. Qu'on n'avait pas. Que j'avais pas du tout. Voilà. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue sur le Club RH. Merci Anne. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Anne-Sophie, vous faites partie de l'équipe des relations sociales, des affaires sociales de Capgemini. Capgemini, c'est 37 000 personnes en France. Vous êtes leader mondial et partenaire de la transformation business et digital des entreprises. Vous avez dans votre giron d'action dans les affaires sociales les sujets santé, qualité de vie au travail, temps de travail et télétravail. Vous allez nous en dire plus. C'est ce sujet-là en particulier qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet du télétravail avec Delphine. Donc on a envie de creuser avec vous dans le cadre de la 3e saison du Club RH qu'on a dédiée à la notion de care. Donc cette notion anglophone qui a pas vraiment de traduction littérale en français, mais cette notion de soin, d'attention à l'autre. Et on avait envie de creuser avec vous la manière dont le télétravail participe aux soins des collaborateurs, les enjeux du soin des collaborateurs aussi en télétravail, puisque c'est pas toujours évident quand on se voit pas et on est moins ensemble et que chacun est chez soi. Donc voilà le thème de notre conversation du jour. Évidemment, pour commencer, on a une question pour vous personnellement. Cette notion de care en entreprise, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Alors, moi, ça fait quelques années, je suis arrivée aux affaires sociales au moment de la crise sanitaire. Donc, c'est vrai que la notion de care et de prendre soin des collaborateurs a pris tout son sens à partir de ce moment-là, du moins pour moi, puisque ça faisait partie, en effet, des tâches qui m'étaient en partie attribuées. Auparavant, j'avais des fonctions RH opérationnelles où on avait déjà cette notion d'accompagner les salariés, de les environner, mais c'était quand même moins présent. Je pense qu'il y a vraiment un avant-après crise sanitaire et cette notion aujourd'hui de prendre soin des collaborateurs a vraiment pris un nouveau tournant et vraiment un critère essentiel que l'entreprise doit prendre en compte. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on cherche un job, on cherche pas juste un job et une rémunération, on cherche aussi des conditions de travail, un environnement, quel va être mon équilibre, comment je vais être accompagnée sur ma parentalité, etc. Et donc, c'est vraiment une thématique que les entreprises doivent s'approprier. Et donc, c'est vrai que depuis 5 ans, moi, je trouve qu'on voit vraiment un développement très important de cette notion du care en entreprise qui prend vraiment beaucoup plus, je trouve, de sens et de poids, même au niveau de la stratégie d'entreprise, des ambitions de l'entreprise. C'est vraiment un axe qui se développe fortement. Alors, chez Capgemini, vous avez mis en place le télétravail
manière assez massive, puisque aujourd'hui 96% de votre population en France a signé un avenant télétravail. Vous avez aussi travaillé sur la notion de télétravail à l'étranger. Vous avez un accord, vous nous en direz peut-être un peu plus, mais où vos collaborateurs peuvent travailler jusqu'à 45 jours à l'étranger. Comment est-ce que le télétravail participe aux soins que vous accordez aux collaborateurs de Capgemini? Alors le télétravail n'était pas nouveau chez Capgemini. On avait déjà depuis 2011 un accord télétravail, mais il était déployé, mais en moindre mesure. C'était pas encore vraiment dans ce nouveau mode de fonctionnement tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. C'est vrai qu'on a pris le choix après la crise sanitaire de basculer sur un télétravail vraiment basé sur l'autonomie, sur la flexibilité et sur la confiance, qui a beaucoup de succès aujourd'hui, puisque comme vous le dites, on a presque la totalité des salariés qui ont opté pour un avenant télétravail. Aujourd'hui, en France, on a des collaborateurs qui télétravaillent en moyenne jusqu'à 3 jours par semaine. Et donc ça accompagne vraiment, on le voit dans nos enquêtes, on fait des enquêtes annuelles sur la satisfaction de cet accord, sur le déploiement, sur les points d'amélioration. On voit très bien qu'il est très apprécié, notamment sur la partie de l'équilibre des temps de vie, de la flexibilité que ça peut offrir. Et c'est vraiment... Ça apporte beaucoup sur cette notion d'équilibre, à mon sens. Sur le télétravail à l'étranger, on a pris, c'est un deuxième accord qu'on a mis en place début 2023. Donc c'est une initiative du groupe Capgemini qui offre la possibilité à l'ensemble de ses salariés dans le monde de pouvoir télétravailler depuis l'étranger sur une trentaine de pays. C'est pas le monde entier, mais une trentaine de pays qui sont éligibles. Alors bien sûr, là, il y a des critères bien précis pour y accéder, puisqu'il faut qu'il y ait une compatibilité opérationnelle pour pouvoir y aller aussi. Mais aujourd'hui, c'est un vrai succès. Sur 2024, on a un peu plus de 2000 salariés qui ont demandé à télétravailler depuis l'étranger. Et on a à peu près 75% des demandes qui sont acceptées, donc ça fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'on sent que on a aujourd'hui énormément de nationalités différentes chez Capgemini en France, et on voit que c'est vraiment une opportunité pour les collaborateurs de pouvoir aller passer du temps avec leurs familles qui sont, elles, à l'étranger notamment. Et donc, en même temps que ça apporte de l'équilibre pour ces collaborateurs-là, c'est un réel vecteur d'attractivité et de rétention aussi pour l'entreprise, puisque on est assez précurseur sur le télétravail à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui le font, et aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, c'est un vrai succès. Donc le télétravail dans sa globalité, c'est vrai qu'il a transformé pour moi notre mode de fonctionnement, notre mode de travail. Et pour revenir sur la notion de care, je pense que chacun y trouve vraiment un équilibre, majoritairement un bon équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et on arrive à trouver, majoritairement, globalement, ça se passe bien, on arrive à trouver une bonne fluidité dans le fonctionnement du télétravail. Vous mentionnez l'avant-après crise sanitaire, oui. Sur notamment l'attente de flexibilité du travail. Est-ce que vous avez observé qu'il y a une attente de soins des collaborateurs? Enfin, ils attendent qu'on prenne plus soin d'eux ou qu'on ait plus d'attention à eux, notamment dans l'équilibre de vie vis-à-vis de leur employeur? Alors, je pense que maintenant, c'est devenu un prérequis, un peu cette notion-là. C'est la base. Oui, c'est la base. C'est-à-dire qu'on le voit bien, on l'entend dans le recrutement, ça devient un critère, ce qu'il y a du télétravail. Pas mal de salariés se sont éloignés aussi, donc il y a cette notion de télétravail qui est importante pour eux. Donc, je pense que les salariés attendent maintenant beaucoup, comme je disais un peu en introduction, le package global. C'est-à-dire que l'emploi me plaît, j'ai la rémunération qui me va bien, mais comment je vais être environnée, quelle est la culture d'entreprise sur l'accompagnement des salariés, sur le bien-être des salariés, quels sont les différents dispositifs, et le télétravail est un prérequis. C'est essentiel pour les salariés aujourd'hui. Dans votre escarcelle de vos responsabilités aux affaires sociales, vous avez ces sujets de temps de travail, d'équilibre, de santé au travail. Comment est-ce que les relations sociales participent au care des collaborateurs de Capgemini ? Alors on y participe puisqu'on négocie tous les accords qui nous permettent de déployer des dispositifs dans l'entreprise. Donc c'est vrai qu'on est en relation avec les organisations syndicales pour mettre en place
tous ces dispositifs. Alors c'est vrai que nous, on est passé par des accords. On a un accord sur la santé au travail, on a un accord sur le télétravail, sur le télétravail étranger, sur le droit à la déconnexion, sur le don de jour. Enfin, on a tout un sur l'égalité, la parentalité, l'équilibre des temps. Du coup, on a tout un ensemble d'accords et dispositifs. Et les relations sociales interviennent parce qu'on est dans la négociation avec les organisations syndicales pour nous permettre de mettre en place tout ça. Et dans la préparation de ce podcast, on en avait pas mal parlé. Est-ce que pour vous, c'est un des facteurs clés de succès, justement, l'organisation paritaire dans les prises de décision, les priorités à donner Alors, notamment sur la partie de la santé au travail, moi, j'anime le comité de pilotage de cet accord. Et c'est vrai que dans le cadre de cet accord, on déploie tout un ensemble d'initiatives autour de la santé et de la qualité de vie au travail. Et à chaque fois, on fonctionne sous forme de groupe de travail paritaire. Et c'est pour moi un réel atout parce que ça nous permet à la fois de faire adhérer les organisations syndicales aux dispositifs, aux actions qu'on peut lancer une année donnée. Ça leur permet aussi de comprendre quelles peuvent être les difficultés, quelle est la complexité aussi dans le déploiement, parce que nous, quand on déploie des actions, c'est des actions qu'on déploie au niveau national sur un périmètre très large. Il faut toucher énormément de salariés, donc il y a quand même une complexité de mise en œuvre souvent. Et moi, je trouve toujours intéressant de les faire participer parce que il y a cette notion de on met ensemble les actions et ça permet chacun d'être partie prenante et de prendre aussi ses responsabilités sur les actions qui sont menées. Donc sur la santé, on le fait parce qu'on a en effet ce groupe de travail, ce comité de pilotage qui a l'opportunité de déployer des actions tous les ans. Et donc, on choisit nos sujets en fonction des actualités qui peuvent se présenter. Typiquement, l'année dernière, à titre d'exemple, on avait focalisé sur le burn-out, sur les addictions notamment, qui sont aussi des nouveaux sujets qu'il nous faut traiter. Et cette année, on a plutôt un axe sur la santé mentale et sur les risques cardiovasculaires, qui sont aussi une thématique qu'on voit naître. Et on y reviendra peut-être, qui sont aussi liés à la sédentarité que peut créer aussi le télétravail. Donc voilà, donc chaque année, en fonction des actualités, des actions sur lesquelles on veut focaliser, on travaille conjointement avec les partenaires sociaux pour initier des actions. Oui, donc vous parlez effectivement de sédentarité, d'addiction, etc. Parce que le télétravail a évidemment des côtés très positifs. Vous parliez sur la conciliation des temps de vie, l'équilibre, la qualité de vie de manière générale. Il y a aussi des côtés moins positifs, la sédentarité, la surconnexion, la difficulté à créer du lien aussi dans une équipe. Comment est-ce que vous prenez en compte ces enjeux dans le dispositif et l'animation du télétravail? Oui, je trouve alors il faut pas les occulter. C'est vrai qu'au début, on a lancé le télétravail massivement et sans forcément se rendre compte de ces effets un peu de bord qui allaient apparaître des risques. Fait, des risques. Je pense qu'on les avait un peu on les avait pas écartés, mais on les avait peut-être un peu minorés. C'est-à-dire qu'on se doutait bien qu'il pouvait y avoir des situations d'isolement, mais tous les impacts sur la santé mentale, les impacts sur la sédentarité, la surconnexion, bon voilà, on les avait. On pensait pas qu'ils reviendraient comme ça de manière, on va dire, si importante. Et je pense qu'il faut vraiment pas les occulter. C'est vrai que le télétravail, majoritairement, ça se passe bien, mais il y a quand même ces effets-là à prendre en compte. Alors, nous, on a pas mal de dispositifs pour nous permettre d'accompagner ces sujets-là, et chaque année, on progresse, on essaye de trouver des nouveaux axes pour les traiter. Je parlais de la santé mentale. Alors, la santé mentale, c'est un vrai sujet. C'était déjà présent avant. Les risques psychosociaux, c'était déjà présent avant. Mais aujourd'hui, on a cette distance qui se met entre le manager et son collaborateur, comment le manager identifie que son collaborateur va mal, c'est nettement plus compliqué. Il y avait ces fameuses détections de signaux qui sont quand même beaucoup plus difficiles avec le télétravail. Donc c'est comment j'accompagne le manager pour lui permettre de peut-être mettre en place des nouveaux rituels qui lui permettent de conserver un lien et de pouvoir identifier si ça va pas. Comment je mets en visibilité des salariés des dispositifs existants en disant il y a plein de choses qui existent aussi dans l'entreprise et si ça va pas, tu peux les solliciter. Sur la surconnexion, on a un accord sur le droit à la déconnexion qu'on a signé juste après le télétravail et donc on rappelle quelques grands principes. Alors c'est plutôt un rappel
de règles, parce qu'on peut pas être derrière chacun, mais de rappeler des bonnes règles sur la planification des réunions, de rappeler qu'il est important de prendre des pauses, qu'il y a des plages horaires de connexion, et que voilà, on a quelques garde-fous à mettre en place pour éviter la surconnexion. Et puis sur la sédentarité, nous on a travaillé plutôt sur un axe plus positif plutôt que toujours parler des risques. C'est vrai que on est tout le temps en train de se dire attention, il y a des risques, mais on s'est dit comment on peut mettre la lumière autrement. Et là, on s'était plutôt orienté sur le sport, l'activité sportive, avec un partenariat avec une application sportive qui permet de mettre en place des challenges, avec des dons par exemple à des associations pour essayer de mobiliser, et puis ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un super sportif pour participer à cette application, on peut aussi marcher et participer et apporter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, on essaye de trouver différents axes pour travailler sur ces sujets-là. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent. Je parlais des addictions. C'est aussi un sujet qui est pas simple, je trouve, à adresser, la thématique des addictions, mais qui est un sujet qui peut quand même se présenter du fait d'être en télétravail. On est isolé et puis on peut faire ce qu'on veut aussi chez soi et adopter un mode de vie qui est pas forcément le bon aussi. Oui, j'ai aussi l'impression que c'est avec au démarrage de la massification du télétravail, on va dire, après le Covid, on avait des modes de vie très installés dans du lien en présentiel. Et puis, c'est avec la durée, le télétravail dans la durée, 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, il y a on prend des nouvelles habitudes et donc les risques et les travers de ces habitudes-là, on les voit 2, 3, parfois 4 années plus tard. C'est un peu en décalé. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi alors il y a la responsabilité de l'entreprise et donc d'accompagner les salariés sur ces sujets-là. On a cette responsabilité-là. Mais il faut aussi savoir faire prendre conscience aux salariés qu'on est garant de sa propre santé aussi. Donc et de celle de ses collègues. C'est pas que descendant, c'est pas que aux directions des entreprises de mettre en place des actions, mais c'est aussi de faire comprendre aux salariés qu'il y a un mode de vie et qu'ils doivent être vigilants aussi sur le mode de vie qu'ils prennent, même s'ils sont libres de le faire, mais d'apporter de l'information et de la sensibilisation sur ces sujets-là. Et voilà. Pour moi, vraiment aussi que chacun est garant de sa propre santé. Et donc, c'est aussi comme ça qu'il faut amener le sujet aussi, à mon sens. Vous sentez qu'il y a un écho, que comment les collaborateurs réagissent par rapport à ça? Parce que j'imagine qu'il y en a certains qui se disent c'est évident que je suis responsable de ma propre santé, mon manager va pas aller courir pour moi ou va pas bien s'alimenter pour moi, et il y en a d'autres qui attendent peut-être ça. Comment c'est pas uniforme en fait. Il y en a qui ont déjà qui sont vigilants par rapport à leur mode de vie, et puis d'autres beaucoup moins. Et je pense aussi il y en a certains qui perçoivent que c'est pas le rôle de l'entreprise de rentrer dans cette aussi sphère personnelle, parce que on est un peu à la frontière à chaque fois entre est-ce que c'est de la responsabilité de l'entreprise de conseiller sur l'alimentation, de dire qu'il faut bouger, de dire là on est sur des messages de santé publique. Voilà, et c'est vrai que je pense qu'il y a certains salariés qui n'entendent pas parce qu'ils estiment que c'est pas un sujet de l'entreprise, et d'autres qui sont très demandeurs sur des dispositifs à mettre en place, qui peuvent d'ailleurs des fois nous solliciter directement en disant j'ai vu telle initiative, est-ce qu'on pourrait pas le faire chez nous? Enfin, c'est très variable. Okay. Sur la notion de lien entre les collaborateurs, entre les équipes, comment c'est abordé chez vous? Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Beaucoup des managers de proximité qu'on entend dire moi je vois moins mon équipe, je détecte moins les signaux, ils travaillent peut-être moins bien ensemble, ou en tout cas c'est moins fluide, il peut y avoir plus de tensions, etc. À l'échelle d'un groupe comme Capgemini, comment vous accompagnez cette création de liens? Alors en effet, au début, quand on a mis en place le télétravail, on a proposer tout un ensemble de rituels aux managers pour les aider dans la mise en œuvre de l'accompagnement de leur équipe.
Donc ça, il y a des kits qui existent pour leur permettre de mettre ça en place, mais chacun est libre de faire aussi, de mettre en place ses propres habitudes, bien évidemment. C'est un sujet qui est pas évident parce que le modèle de management a quand même nettement évolué avec la mise en place du télétravail. On manage plus les équipes comme on le faisait auparavant. Et donc il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Il y a en effet le maintien du lien avec les équipes, le maintien de la collaboration, comment on crée aussi ces sentiments d'équipe. Et il y a un grand enjeu aussi sur les nouveaux entrants d'entreprise. Aujourd'hui, comment j'accompagne un nouvel arrivant, jeune diplômé qui a peut-être connu que le monde du télétravail, par exemple. C'est vrai que quand on a connu l'avant, on a quand même des réflexes et des habitudes. Mais ces jeunes qui n'ont connu que le télétravail, ils ont une autre approche, je trouve, du monde du travail. Donc, c'est comment on les intègre dans l'entreprise, on les fait adhérer à la culture d'entreprise, comment on leur transfère les valeurs de l'entreprise. Et puis, il y a tout après la partie montée en compétences au fil de l'eau, qui est pas évident quand on est beaucoup en distanciel. Donc, il y a le maintien du lien, mais il y a aussi, pour moi, tout ce qui se passe autour. Donc là, typiquement, on déploie un nouveau modèle de management avec des équipes plus resserrées pour que les managers puissent avoir des panels de collaborateurs qui peuvent aller jusqu'à 10 personnes et que ça leur permette aussi de se concentrer vers une proximité plus importante. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a certains qui accompagnent des équipes très importantes et donc il faut, avec du télétravail, et donc il faut s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement. Mais pour moi, c'est une vraie transformation du management, du modèle managérial. Et qu'on se doit d'accompagner. Donc on forme les managers, on a des sessions de formation sur ces différents sujets-là pour leur permettre d'apprendre ce nouveau modèle, on va dire. Parce qu'il y a aussi toute la partie, je suppose, organisation, c'est-à-dire on ne vient pas au travail, on ne se réunit pas sur le même fonctionnement qu'auparavant. Là aussi, vous accompagnez les managers sur comment organiser la venue au bureau. Oui, alors en plus, toutes les équipes ne sont pas forcément toutes sur le même site. D'accord. Nous, on a beaucoup de consultants qui sont en mission chez des clients. Donc, c'est complexe. C'est complexe. Après, ce qui doit changer, c'est qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des équipes qui sont multisites. Moi, je prends mon exemple, je travaille beaucoup avec des gens qui sont sur plein de régions différentes. Et donc, on va pas se croiser forcément sur le site où je travaille. Maintenant, il faut vraiment redonner envie de venir sur site. C'est vrai que on entend beaucoup l'écho des entreprises qui veulent limiter aussi le télétravail parce que il y a cette notion de maintien du lien et on s'aperçoit qu'il y a des salariés qui ont du mal à revenir, qui ne voient plus d'intérêt à revenir dans l'entreprise. Parce que si c'est pour revenir et être en call toute la journée dans une salle de réunion, quel est mon intérêt ? Donc, il faut aussi transformer de savoir pourquoi on vient sur le site. Est-ce que je vais avoir des actions collaboratives ? Est-ce que je vais voir des personnes de mon équipe ? Donc ça s'organise. Et il y a cette notion d'organisation, de se dire, si je viens pour être toute seule, autant que je reste chez moi. Donc il y a aussi cette transformation de l'organisation, bien sûr dans des locaux qui s'y prêtent et qui sont accueillants, qui donnent envie de venir aussi. Donc ça, c'est en effet des nouveaux axes qui se développent. Et sur lesquels on réfléchit, notamment sur l'organisation, comment inciter les gens à revenir et sur quel type d'activité, et donc créer plus d'actions collaboratives et en présentiel. Et ça, c'est assez récent. C'est des sujets sur lesquels on commence à travailler, mais sur lesquels on n'a pas encore de dispositifs très, très aboutis. Vous l'avez dit, il y a plusieurs entreprises ou un élan de certaines entreprises qui veulent limiter le télétravail, vraiment inciter les collaborateurs à revenir. Quelle est votre vision sur cet élan-là, un peu qu'on pourrait qualifier de retour en arrière ? Oui, ça ferait un peu retour en arrière. Moi, je pense que on ne peut pas revenir en arrière. Ça serait on y voit quand même tellement d'avantages et je pense que ça serait très mal perçu de revenir en arrière. Après, comme je disais, on a cette notion de personnes qui reviennent pas et c'est quand même compliqué. Et puis on a tous ces effets qu'on évoquait tout à l'heure, difficiles, des effets de bord. En fait, pour moi, c'est toute une notion d'équilibre. D'ailleurs, il faut le télétravail, c'est bien, mais il faut quand même rester connecté à son entreprise.
comprendre quels sont ses enjeux, pourquoi on travaille, pour qui on travaille, quelles sont les ambitions de l'entreprise. Et quand on est complètement à distance, je trouve que c'est quand même dur de s'imprégner un peu de ces sujets-là. Donc limiter le télétravail, ça peut s'y prêter pour moi dans certaines périodes. À certaines périodes, des fois, il y a besoin qu'on se retrouve parce que on a un gros projet à faire en commun et on a besoin de recréer une connexion, une collaboration pour se dire bon bah voilà, on a ce projet, donc ça peut s'y prêter. Mais ouais, c'est vraiment une notion d'équilibre pour moi. Revenir complètement en arrière me paraît. Je serais très surprise qu'on revienne complètement en arrière, en fait. Surtout dans les structures françaises comme les nôtres, où il y a eu des accords, etc. Voilà, c'est exactement. Toujours, de toute façon, on a un accord, donc nous, on pourrait difficilement revenir en arrière. Il y a aussi des optimisations, des sites immobiliers qui sont faits, on travaille en flex office, etc. Donc, on a aussi pris une orientation de mode de travail qui empêche un retour en arrière complet. Mais c'est important de faire comprendre quand même aux salariés le juste équilibre et qu'on ne peut pas être 100% en télétravail. Ça a ses limites. Alors moi j'ai une question parce que la mission de Madame Bonnefay, c'est accompagner les situations de vulnérabilité des salariés. Là-dessus, comment est-ce que vous percevez que le télétravail va participer justement à la notion de care et d'accompagnement des situations de vulnérabilité comme les danses, la parentalité, certaines situations de handicap. On a un de nos épisodes liés à la neurodiversité par exemple. Comment est-ce que vous, ça se corrèle et ça se répond ? Alors pour moi, le télétravail, c'est une des réponses à ces situations de vulnérabilité. Alors sur... ou de parentalité, parce que c'est pas forcément une vulnérabilité, mais si on prend par exemple les danses, qui est vraiment aujourd'hui un sujet sur lequel on commence à se pencher de manière un peu plus importante. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 11 millions d'aidants en France et une bonne partie sont des actifs. Et donc, dans une entreprise comme Capgemini, on se doute bien que ça représente une part significative des salariés. Et aujourd'hui, les salariés aidants, souvent, ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de flexibilité de leur temps de travail pour pouvoir à la fois allier leur activité professionnelle et puis allier leur activité, entre guillemets, de proche aidant. Et donc, le télétravail, pour le coup, est un vrai outil qu'on peut prendre pour adapter et peut-être avoir une présence, être avec son proche, mais pouvoir continuer son activité professionnelle et du coup pouvoir éviter de s'arrêter aussi et de rester connecté aussi à sa vie professionnelle et de pas complètement décrocher. Pour moi, ça c'est un vrai outil. Sur le handicap, aussi, ça peut permettre aux salariés de rester dans le monde de l'entreprise tout en étant à domicile, parce que c'est plus compliqué de venir, par exemple, en fonction de certains handicaps sur le site. Donc, oui, en termes d'outils de flexibilité, c'est important. Après, sur ces autres sujets, comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'accords et beaucoup de dispositifs qui viennent s'adosser au télétravail, que ce soit des jours de congé, que ce soit des temps partiels, vacances scolaires qu'on a dans le cadre de la parentalité, que ce soit les dons de jours qui fonctionnent assez bien chez nous. On octroie des jours de congé aux salariés qui sont proches aidants, d'un enfant, d'un conjoint ou d'un parent. Donc voilà, on a tout un ensemble de dispositifs qu'on met en avant pour accompagner cela. Mais c'est vrai que le télétravail, je trouve, est un outil important qui permet d'accompagner ces salariés. Pour illustrer ce que vous dites, en particulier sur les danses, on sait qu'en moyenne, le temps passé par un aidant, justement auprès de l'aidé, c'est 8 heures par semaine. Donc on se doute bien que quand on a gagné quelques heures de transport, ça vient en compensation pour aider. Oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux sujets sur lesquels vous travaillez ou vous percevez que ça va être des sujets à venir pour Capgemini? Alors, on parle du temps de travail, vous parliez des addictions, des risques cardiovasculaires, des choses comme ça. Est-ce que vous dites c'est pas forcément des choses qu'on a formalisées sous forme d'accord, mais on sent poindre des tendances, soit vers lesquelles vous avez envie d'aller, soit vers lesquelles les collaborateurs vous incitent un peu à aller?
Oui, je les ai un peu évoqués. La thématique de la santé mentale est un vrai sujet qui n'est pas simple à accompagner dans l'entreprise, qui prend différentes formes en plus et donc là aujourd'hui c'est vrai jusqu'alors on accompagnait les managers sur ce sujet-là pour les sensibiliser à ce que sont les risques psychosociaux, quels sont les signaux et surtout vers qui je peux me tourner dans l'entreprise, quel est mon écosystème qui va pouvoir m'accompagner à traiter les situations. Aujourd'hui on a décidé de passer une étape supplémentaire en formant l'ensemble des salariés à la santé mentale, pour que, comme je le disais, on est garant de sa propre santé, de celle de ses collègues, et aussi peut-être de savoir identifier que il y a peut-être un sujet chez mon collègue, ou même moi, j'ai peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc aujourd'hui, on passe ce pas de sensibiliser l'ensemble de la population sur la santé mentale et faire en sorte que ce soit pas un tabou, en fait, parce qu'il y a aussi ce sujet de pas vouloir montrer sa vulnérabilité ou même côté manager, pas être très à l'aise aussi pour aborder ces sujets-là. Donc ça, c'est un axe sur lequel on va se déployer. Quand vous parlez, quand vous parlez de santé mentale, ça va être stress. Ça va être le stress, le burn-out, tous ces sujets-là. Ouais. Le stress, la dépression, le burn-out. Ouais. Donc là, l'ambition, c'est en effet d'expliquer aux salariés ce qu'est le stress, l'angoisse, la dépression, le burn-out, et puis de leur livrer comme une trousse de secours en disant quelles sont toutes les ressources que j'ai en interne dans l'entreprise qui existent, quels sont mes interlocuteurs aussi, et puis quelles sont les ressources externes sur lesquelles je peux m'appuyer, mais de leur donner un peu comme une boîte à outils pour leur permettre de pouvoir agir. Et qu'est-ce qui fait que ce sujet-là est, entre guillemets, nouveau ? Vous voyez j'imagine qu'il y a des causes endogènes, exogènes à Capgemini. Est-ce que vous avez réalisé un peu un diagnostic Alors on avait réalisé une enquête sur la santé en 2022 qui faisait pas état d'un très haut niveau de stress chez Capgemini. Enfin, on avait déjà fait ça en 2018, on l'avait refait 2022 pour être post-crise sanitaire et finalement nos résultats étaient meilleurs. Pour autant, on voit bien qu'on est confronté à des situations de salariés qui sont en souffrance et que c'est un sujet à la fois d'actualité qui est en dehors de Capgemini et qu'on voit poindre, et on sait très bien qu'on est touché comme toutes les entreprises. Et on a des exemples concrets aussi sur le terrain, et donc on se dit c'est à la fois sensibiliser sur ces sujets-là, puis aussi comment on accompagne les salariés qui reviennent typiquement suite à un burn-out. Alors on connaît pas toujours les motifs, mais quand les salariés acceptent de partager ça avec nous, c'est aussi comment on accompagne les retours de longue maladie un peu plus largement aussi dans l'entreprise pour permettre aux salariés de se reconnecter à l'entreprise et de reprendre en douceur, on va dire, leur activité. Donc ça, c'est un petit peu plus large aussi, la thématique du retour du long arrêt, mais ça vient un peu s'adosser à ces sujets. Okay. Pour compléter ce que vous dites, donc au sein du groupe Menway, j'ai mes collègues de chez Previa qui accompagnent justement le retour à l'emploi et notamment après des arrêts longue durée. Et ils ont constaté ces dernières années, donc c'est une entreprise qui a une vingtaine d'années, historiquement, ils avaient beaucoup d'accompagnement liés à des TMS, donc troubles musculo-squelettiques, tout ce qui allait être maladie longue durée, cancer, etc. Et aujourd'hui, ils ont un nombre croissant d'accompagnements qui sont liés à des sujets de santé mentale, burn-out, et qui se traduisent en arrêt longue durée. Donc, oui, bien sûr. Donc ça, je suppose, on a beaucoup parlé dans certains épisodes d'indicateurs clés. Est-ce que est-ce que ça fait partie des indicateurs sur l'absentéisme ? Alors, comme vous dites, on ne peut pas toujours mesurer pourquoi, mais il peut y avoir les courtes durées qui sont récurrents, il peut y avoir des longues durées. Est-ce que vous arrivez à regarder si il y a un sujet qui peut être lié justement à la partie Alors, on santé suit mentale. bien sûr l'absentéisme, ça c'est un sujet qu'on regarde. Et en effet, les arrêts courte durée, est-ce qu'il y a une augmentation plutôt des courtes durées ou des longues durées ? Sur quelle tranche d'âge ? Est-ce que c'est plutôt souvent d'ailleurs un accroissement plutôt chez les femmes, sur des tranches d'âge qui sont plutôt en âge d'être mères notamment. Donc on fait des suppositions
Mais ça reste des suppositions puisqu'on n'a pas les motifs des arrêts. Après, on va plutôt s'appuyer sur des enquêtes qu'on peut consulter. On le voit. Enfin, nous, on est partenaire de l'Observatoire de la qualité du travail, donc on échange aussi beaucoup avec des pairs et donc on voit bien qu'on a un peu tous les mêmes sujets d'actualité. Donc c'est plutôt comme ça qu'on l'analyse. Mais c'est vrai que concrètement, avec des chiffres, c'est plus compliqué puisqu'on ne connaît pas les motifs. Est-ce que vous avez un dernier message pour vos pairs, nos auditeurs RH, pour vraiment les amener dans la réflexion autour du sujet du care? Est-ce que vous avez un dernier élément à partager? Alors moi, je suis plutôt optimiste sur le sujet du care en entreprise parce que déjà, c'est plutôt un cercle vertueux pour moi de prendre soin de ses salariés parce que déjà, on va attirer des salariés, les salariés vont se sentir mieux et puis on va avoir plus de productivité, moins d'absentéisme. Enfin, c'est un cercle vertueux pour les entreprises. Donc, pour moi, c'est vraiment un axe qu'il faut développer. On a plus le choix de développer cet axe-là. Je pense que c'est plus facile pour les grandes entreprises que pour les plus petites entreprises. C'est sûr que nous, en tant que grand groupe, on a la possibilité de déployer tout un ensemble d'actions et c'est d'ailleurs assez stimulant de pouvoir aussi innover, d'être un peu précurseur sur des actions donc je comprends bien que c'est plus facilité dans les grandes entreprises que dans les plus petites structures. Pour autant, c'est pas forcément mettre des actions qui coûtent de l'argent. Il peut y avoir des actions care sans forcément déployer des budgets faramineux. Et ça peut être aussi de l'adaptation du temps de travail, comme le télétravail qui est un facteur important. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il faut continuer à se déployer. Il y a plein de nouvelles structures qui se déploient pour proposer et qui nous sollicitent pour proposer des initiatives innovantes sur énormément de sujets, avec les outils d'aujourd'hui, avec l'IA notamment, pour accompagner tout ce qui est autour du bien-être. Donc je pense qu'on va encore passer des étapes dans les années à venir pour s'améliorer sur ce sujet. Mais voilà, moi je pense qu'il faut continuer les actions, chercher des idées un peu novatrices pour se démarquer aussi mais que ça devient un pilier pour moi de l'entreprise essentiel à proposer aux salariés. Merci beaucoup. Merci avec plaisir. Anne-Sophie. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cette conversation a alimenté votre vision et votre plan d'action pour porter des actions de care dans votre organisation. Si vous souhaitez prolonger la discussion et découvrir les services de Ma Bonne Fée, rejoignez-nous sur clubrh.mabonnefée.com. Et une dernière chose avant de vous quitter, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée afin d'être tenu au courant des prochains épisodes du Club RH. À bientôt!